RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et on le disait il y a quelques instants, on revient ce matin avec votre invité, notamment sur le Muse. Oui, puisque votre invité c'est Vaïmoa Mouliava, bonjour. Bonjour. Membre du gouvernement en charge de la fonction publique, mais aussi du patrimoine immobilier, donc plusieurs sujets à voir avec vous ce matin. Merci d'avoir accepté votre invitation. Et tout d'abord, ce qui fait un peu de bruit, la réforme de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour répondre à la situation économique, bien sûr. Quelles sont les pistes de cette réforme ? Oui, en réalité, il faudrait peut-être dire qu'on a fait un dialogue de gestion au sein des services et directions de la Nouvelle-Calédonie où, pour tirer un peu des données, pour pouvoir, définir des pistes de réflexion pour pouvoir maintenir, voire réduire la masse salariale. Et les pistes envisagées, ce sont celles qui avaient été déjà proposé lors de la feuille de route que nous avons travaillé au sein du gouvernement aux partenaires sociaux en février. Donc c'est-à-dire que c'est pas une conséquence de la crise sanitaire, c'était de toute façon inéluctable, il fallait faire des économies. Oui, les présidents de mandature se sont toujours attelés à maintenir, soit à réduire. Les objectifs des présidents de mandature, c'était toujours de réduire de 1%, voire de maintenir à zéro les recrutements. Hein. Et du coup, quand on s'est retrouvé là aux manettes du gouvernement, on est arrivé avec des recettes qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc il a fallu définir un budget et quand il a été défini le budget au niveau du fonctionnement, et notamment de la masse salariale, des objectifs de moins 3% avaient été définis lors de la préparation du budget 2020. Moins 3% pour résorber un peu ce qui n'avait pas été fait en 2018. Finalement, on s'est rendu compte aussi que 2019, on a aussi recruté. Donc c'est pour ça qu'on est passé à moins 3%. Et constatant qu'en 2019, il y a eu des recrutements aussi qui ont augmenté la masse salariale, les moins 3% se sont transformés en moins 5%. Alors ça se traduit comment ces 5% de diminution de la masse salariale? C'est des non-renouvellements de CDD, c'est pas de recrutement, c'est le non-remplacement des départs à la retraite? Exactement, c'est... nous on propose, on n'impose rien. Les partenaires sociaux sont là pour débattre avec nous. Mais nous on propose, par exemple, la suppression des concours sur certaines catégories. Pourquoi c'est aussi revoir les modalités de recrutement. Vous savez qu'ici, faire un concours, ça coûte de l'argent. Et puis finalement, on a aussi... et tout le monde le sait, même les partenaires sociaux, un stock, pardon du mot, mais nous avons un stock de lauréats qui n'ont pas encore trouvé de poste de collectivité, dans les collectivités. Donc, supprimer les concours, moi, ça me paraît être du bon sens, parce que on va aussi travailler sur les modalités de recrutement, mais aussi intégrer le stock de lauréats qui attendent depuis 2-3 ans d'intégrer la fonction publique. C'est en ça qu'on parle d'une réorganisation de l'administration? Exactement. Ou est-ce que c'est parce que il y a trop de fonctionnaires et il n'y a pas assez de productivité, ils bossent pas assez? Non, on va pas dire ça comme ça, mais je vous donne un chiffre. Sur la masse salariale de la Nouvelle-Calédonie, des services que de la Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près les services et directions de la Nouvelle-Calédonie, hors institutions, comme le CESE, le Sénat coutumier, qui sont aussi pris en charge par la Nouvelle-Calédonie, hors congrès, je veux dire, on est à 12 milliards. 12 milliards. Sur ces 12 milliards-là, nous avons, après le dialogue de gestion, puis un audit un peu en interne, nous avons 5% d'absentéisme. Ce qui nous coûte, 500 millions par an. Vous voyez, la marge d'économie, elle est grande. Alors, c'est pas de pointer les gens qui viennent pas au travail, c'est de leur poser la question. Est-ce que tu es heureux dans ton travail? Parce que si tu n'es pas heureux, travaillant à ton départ. Moi, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de ces absentés, qui font partie de ces absents au travail, chroniques, longue maladie, etc., qui a sauté de service en service, parce qu'on réglait le problème en bougeant de service en service. Et je lui ai posé la question, mais écoute-moi, madame, c'est quoi ton bonheur? Qu'est-ce que tu veux faire?
Parce que là, tu bouges de direction en direction, on déplace le problème. Et finalement, tu te lèves le matin et t'es pas heureuse, hein. Dis-moi, c'est quoi ton bonheur? Vous savez ce qu'elle me dit? Je veux être naturothérapeute. Mais Donc elle n'avait rien à faire dans la fonction publique. on va l'accompagner. On va l'accompagner. C'est ça, les dispositifs comment dire, on a appelé ça, mes techniciens, ils ont appelé ça, je sais plus le mot, mais les faciliter le départ, quoi. Sortir de la fonction publique, l'accompagner, hein, selon des modalités à définir, et puis l'accompagner dans son projet de naturothérapeute, peut-être. Mais si vous comptez 5% de ces, on a à peu près 1500 ETP, ça fait beaucoup de monde, hein, qu'il faut rendre heureux quelque part, en leur disant. Et ça fait aussi des économies. Oui, mais c'est gagnant-gagnant, hein. Est-ce que vous envisagez également une baisse des salaires ou des primes qu'il y a dans la fonction publique, qui sont parfois un petit peu entassées ces dernières années? Non, là, si on va là-dedans, on a proposé, hein. On a proposé. Mais bon, vous avez vu, devant, ils se sont élevés, quoi. Ah oui, alors justement, les syndicats de fonctionnaires vous reprochent notamment de ne pas les avoir informés suffisamment de ces pistes de réforme. Il n'y a pas eu de concertation, ou vous pensez la faire maintenant? Comment ça se passe avec les partenaires sociaux? On les a rencontrés le 12 juin, dans l'instance du dialogue social, et le 1er juillet, à l'issue du dialogue de gestion qu'a mené les directions support, comme la DRH, la DBAF, l'ADAGE, etc., la DTSI, parce que le dialogue de gestion, c'est une première, hein. Il a été mené par toutes ces directions qui sont les directions support de l'Académie. Parce qu'une mesure a un impact non seulement sur les moyens humains, mais aussi les moyens financiers. Donc il y a la DBAF, et il y a certainement des textes à sortir, donc c'est pour ça qu'il y a la direction des affaires juridiques, et la DTSI est là, le service informatique, parce que si on revoit l'organisation, on transforme de manière numérique notre administration. Donc à l'issue de ce dialogue de gestion, les pistes de réflexion ont été proposées le 12 juin et le 1er juillet à nos partenaires sociaux. Je dis bien proposer, pas imposer. Mais il y a déjà un préavis de grève quand même qui a été déposé. Oui, mais... Et ce matin, ils manifestent devant le gouvernement, le soin de fonction publique. Oui, mais... Ça veut dire qu'ils sont pas contents quand même des pistes que vous avez proposées. Mais ils sont libres, hein. Je veux dire, chacun est libre de s'exprimer. Mais je pense que là, c'est dire j'existe. Hein, c'est un peu dire j'existe. Et puis, de toute manière, comme je le disais, nous avons été transparents avec toutes les organisations syndicales, mais aussi au sein de l'instance du dialogue social, nous avions aussi présenté tout ça aux employeurs. Les provinces et l'association des maires, des associations des maires, parce que nous, on voulait partager un peu ce qu'on envisageait avec tout le monde. Les partenaires sociaux, mais aussi les employeurs. Donc, la deuxième étape, c'est maintenant, les employeurs aussi de l'autre côté, ils nous disent un peu, voilà, nous, on s'inscrit dans cette trajectoire-là, mais finalement, cette piste-là, nous, on n'en veut pas. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau pour eux, parce que là, on est en toute transparence, hein. On leur dit ce qu'on envisage, et puis on les invite à travailler avec nous, en fait, hein. Alors ceux qui vont être devant le gouvernement ce matin pour manifester, vous allez les voir, vous allez les rencontrer, vous allez essayer d'ouvrir la négociation ou la discussion avec eux? Mais oui, de toute façon, la discussion, elle avait déjà été programmée, hein. Nous allons les recevoir à l'issue de la collégialité ce matin, avec le président Santa, Monsieur Gigès et Monsieur Le Courrieux. Voilà. Parce que dans nos discussions, en réalité, ce qu'il me disait, c'est que, bon, Monsieur Mouliava, vous nous parlez de fonction publique, mais nous, on veut savoir le prêt de 28 milliards, là, il est utilisé comment, la programmation fiscale, qu'est-ce qu'il en est, les discours habituels, quoi. Hein. Moi, j'aurais dit, mais ça, c'est pas notre périmètre. Moi, ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que nous, en tant que fonction publique, quel effort nous pouvons faire pour participer à l'effort collectif. Hein, là, vous me parlez de sujets, qui concernent d'autres membres du gouvernement. Donc, je vais organiser une réunion et vous leur poserez directement la question. À quelle échéance est-ce que cette réforme de la fonction publique va se traduire par des textes et va pouvoir passer devant le Congrès? Déjà, là, nous, on travaille sur le télétravail.
Le télétravail, ça a eu ses effets pendant la période Covid. On a bien observé que ça marchait bien. Ça permettait aussi d'apporter de la qualité de vie au travail. Il y a certaines personnes qui travaillaient de chez eux. Et donc là, on travaille en étroite collaboration avec la DTE. Les textes vont peut-être sortir d'ici 2-3 mois. Et ensuite, il y a les sujets de la revalorisation, j'allais dire des manipulateurs radio, etc. Tout ce qui relève du corps médical, quoi, paramédical. Les départs à la retraite, tout ça, qui seront pas remplacés. Les réorganisations des services, les fusions qui vont arriver, mais ce sont des fusions, j'allais dire même qui sont nécessaires. Les questions se posent pas. Vous savez, quand vous avez des budgets d'investissement qui baissent et qui vont, à mon avis, encore baisser, est-ce que il faut pas agir aussi sur la masse salariale, sur les équipes? Parce que qui dit budget d'investissement qui baisse, dit baisse d'activité. Donc il faut rationaliser. Donc on envisage aussi d'ouvrir, si mission essentielle demande des postes, j'allais dire nécessaires, on envisage de lancer par exemple des avis des vacances de poste en interne. C'est-à-dire la mobilité, encourager la mobilité. Nous avons des établissements publics qui peuvent, des agents des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, qui pourront venir occuper des postes. Mais voilà, pas de création de postes, une réorganisation. Beaucoup de chantiers. Donc, sous une autre casquette, Vaïma Mouliava, vous êtes également en charge du patrimoine immobilier. Hier, c'était la pose de la première pierre de l'extension du musée de la Nouvelle-Calédonie, le MUSE, comme on l'appelle. C'était une étape importante, cette première pierre. Ça veut dire que, ça y est, les travaux sont vraiment lancés? Vous savez, ce musée, c'est de la généalogie. Il a essuyé deux contrats de développement. Il a failli ne pas intégrer celui-ci, 2017-2021. Donc, oui. Pourquoi c'est important? Je le disais dans mon discours hier. Enfin, personnellement, j'ai quitté le Quai Branly. Et lorsque j'ai quitté le Quai Branly, Emmanuel Casero me dit, mais Vaïma, pourquoi tu pars? Là, t'es bien, t'es responsable d'un fragment des collections nationales. Ta carrière elle est en train d'exploser, mais reste là. Même le président Stéphane Martin, me disait, mais vous savez, je vous avais dit ici que j'ai fait partie du programme 400 cadres, de cette poignée de main, et on a un contrat moral. Quand on intègre le programme 400 cadres, on a un contrat moral avec le pays. Et moi, j'ai répondu à Stéphane Martin et à Emmanuel Casero, j'ai été formé, et finalement, je redonne pas à mon pays. Donc c'est peut-être temps pour moi de rentrer. Et dans mon esprit, c'était de faire sortir ce musée que tout le monde attend depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Et en même temps, parce que Madame Gorodet, qui est porteur de ce projet depuis je sais pas combien de mandatures, elle voulait inscrire ce musée dans l'accord de Nouméa, qui place la société Kanak au centre du dispositif, mais aussi qui veut reformuler le discours muséographique de ce musée à toutes les autres communautés. Voilà, parce que ce musée, il y a deux aspects. Il y aura l'extérieur, il va être complètement différent de celui qui existait auparavant, mais même à l'intérieur, les collections vont évoluer par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Oui, vous savez qu'on a la collection Kanak la plus importante en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Je connais pas d'autres pays du Pacifique qui peut se targuer d'avoir la majorité de ces collections in situ. Donc, à partir de cette collection-là, comme je disais, Madame Gorodet voulait ouvrir aux autres communautés. Donc, nous avons reformulé le discours muséographique en l'ouvrant à l'histoire de l'arrivée des autres communautés, mais en ne fermant pas les yeux sur l'histoire. C'est-à-dire que, voilà, sur l'histoire coloniale, les affrontements, etc., ils seront évoqués, mais avec une approche, j'allais dire, qui va donner aux visiteurs une capacité de distanciation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici en 1863, 1867, on va le mettre, 1980, 1984, mais qu'est-ce qui se passe en même temps dans la région Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, pour donner
aux visiteurs, aux Calédoniens, cette capacité non seulement de lire son histoire, j'allais dire, à 1 mètre de lui-même, mais en même temps de prendre de la hauteur et de comprendre que notre histoire s'inscrit dans une grande histoire, bien plus grande, qui parfois nous échappe et qu'il nous faut comprendre pour assimiler le passé comme faisant partie de l'histoire. Et c'est pour ça que ce projet-là d'ouverture vers les autres communautés calédoniennes, je me suis investi là-dedans parce que je crois à ça. Et donc, en tant qu'agent de la Calédonie, j'ai porté ce projet-là. Encore un mot, Vaima Mouliava, on parle culture, on parle développement. On a encore les moyens de faire ce genre de choses, d'avoir ces gros travaux, ces grands projets comme celui du musée, étant donné la situation économique de la Calédonie. C'est un bâtiment intelligent et intelligible, hein. C'est un bâtiment qui va faire appel. Nous sommes adjoints les services d'assistants à la maîtrise d'ouvrage sur les coûts globaux de la construction. On s'est projeté dans le fonctionnement, les énergies renouvelables. On poursuit une autoconsommation de ce bâtiment-là, la récupération des eaux de pluie. Ça, c'est pour parler en termes de coût global sur les termes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a essayé de projeter un bâtiment dont on va piloter le coût en fonctionnement dans le temps. Vous savez qu'il y a eu un travail entre le gouvernement et l'État sur finalement ce que nous on a fait dans la fonction publique, un dialogue de gestion sur les opérations mûres et celles qui ne sont pas mûres au contrat de développement. Donc il y a eu un écrémage et je suis content parce que l'État et le gouvernement a priorisé cette opération qui était mûre et en avance un peu et qui va respecter le contrat de développement, je veux dire le calendrier. Donc oui, j'ai envie de dire, le musée mérite cet investissement parce qu'on a priorisé cette opération sur d'autres opérations qui n'étaient pas aussi avancées que cela et qui ne respecteraient pas le calendrier du contrat de développement. Quand est-ce qu'on va l'inaugurer, ce musée? Non, là, les travaux ont commencé dans 2 ans. Voilà. Dans 2 ans. Vaima Mouliava, membre du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.